L'effet cocktail. Quand c'est notre santé qui trinque. Effet cocktail. Conséquences inattendues résultant de la combinaison de plusieurs substances chimiques entre elles. Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de ce podcast consacré aux effets de l'industrialisation sur la santé et l'environnement. Aujourd'hui au comptoir, avec Giovanni Prete et Jean-Noël Josel, on discute de la figure de l'avocat ou de l'avocate. On va parler de jurisprudence, de common law et de principes de précaution. Aujourd'hui dans l'effet cocktail, l'avocat. Son obsession, Gagner l'affaire du siècle. sa peur bleue, Passer à côté de l'affaire du siècle. sa phrase culte, J'ai confiance, justice sera rendue. À travers la figure de l'avocat, c'est bien sûr les outils juridiques dont un avocat dispose pour défendre son client qui vont nous intéresser aujourd'hui, mais aussi les grands procès ou les décisions de justice qui ont marqué des tournants ou des reculs. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont spécialisés dans la défense, soit de l'environnement, soit des victimes de pollution environnementale ? Alors, beaucoup, sans doute pas, de plus en plus, sans doute oui. C'est important comme question parce que, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est pas évident pour les victimes de maladies liées à l'environnement de se reconnaître comme telles. Et souvent, un élément qui peut beaucoup les y aider, c'est de croiser un professionnel du droit compétent en la matière. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer dans la manière de recourir au droit, mais ça peut même tout changer dans la manière de vivre sa maladie, de l'envisager comme une injustice, d'identifier les responsables, voire les coupables à blâmer. Et néanmoins, c'est pas si évident de tomber sur les bons avocats parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors c'est quand même un secteur qui s'est développé depuis une vingtaine d'années. Des cabinets d'avocats sur les questions environnementales, de pollution environnementale, il y en a, mais historiquement, c'est plutôt des gens qui travaillent pour les industriels, pour les pollueurs. C'est quand même le gros des sources de revenus des avocats de ce domaine-là. C'est ce que veulent bien payer les industriels pour éviter les procès, pour éventuellement se mettre en conformité avec le droit. Et là-dessus, il y a du boulot. C'est aussi parmi ces avocats-là que vont se trouver des avocats qui vont défendre des victimes. Ce qui est plus difficile à trouver, c'est un cabinet d'avocats qui ne défendrait que des victimes de problèmes de santé environnementale. En fait, à ma connaissance, un cabinet d'avocats qui a réussi à avoir suffisamment de ressources sur ce créneau précis de la défense des victimes de problèmes de santé environnementale et uniquement des victimes, il n'y en a qu'un. Il est sur la place de Paris. Il est bien connu, il s'appelle TTLA pour Tessonnière, Topalov, Laforgue et Associés. C'est un cabinet qui s'est spécialisé, qui s'est d'ailleurs constitué et spécialisé sur ces questions de santé environnementale dans les années 90 autour de l'amiante et qui, à partir de là, a commencé à agréger d'autres cas de victimes de santé environnementale. Mais c'est plus une exception que la règle. Et il n'y a pas que les avocats d'ailleurs qui jouent un rôle en tant que spécialistes du droit, il y a aussi les juristes. Il y a des associations en France qui historiquement se sont constituées en investissant beaucoup de ressources dans l'expertise judiciaire, juridique, comme France Nature Environnement, où il y a tout un réseau de juristes, depuis 80 juristes qui travaillent sur des questions d'environnement et parfois de santé environnementale. Et puis ces juristes donc, qui sont aussi de plus en plus nombreux dans des grandes associations plus spécialisées en santé environnementale. Greenpeace a investi sur des juristes récemment. Enfin, voilà, tout un ensemble d'associations qui investissent le droit de plus en plus, qui voient dans le droit une arme, un répertoire d'action parmi d'autres, mais un répertoire d'action de plus en plus important, efficace, pour faire avancer les causes de santé environnementale. C'est quelque chose qui se passe en France maintenant, mais qui s'est beaucoup passé aux États-Unis avant, dans les années 70-80. À propos de répertoire, j'imagine que quand on essaie de construire un argumentaire ou une ligne de défense en tant qu'avocat ou juriste, on est amené à piocher dans plusieurs codes, non ? Enfin, je veux dire, il s'agit de code de l'environnement, de code de la santé publique, de code du travail. Oui, les enjeux de santé environnementale sont des enjeux qui sont à la croisée de différents droits, donc des droits assez classiques comme
le droit du travail ou droit de la santé, ou des droits plus récents comme le droit de l'environnement qui se constitue progressivement, qui se codifie progressivement. Et donc on peut avoir au sein de gros cabinets comme TTLA qui a été évoqué, certains avocats qui vont être plus spécialistes du droit des affaires, du droit du travail, et puis dans les petits cabinets qui s'occupent de ces questions-là, des gens qui vont s'intéresser plus à un aspect qu'à un autre. Mais du coup, ça pose bien la question du choix par les victimes ou par des associations du bon conseil, parce qu'on peut aussi se tromper de conseil, c'est-à-dire que si on a un avocat qui nous défend, qui est très compétent sur les installations classées pour la protection de l'environnement, mais qui n'y connaît rien en droit du travail, il peut aussi faire des mauvais choix en termes de stratégie judiciaire. Est-ce qu'en France, il y a des procès ou des décisions de justice qui ont vraiment marqué un tournant? En tout cas, il y a des décisions de justice relatives à des questions de santé-environnement, santé-travail, qui sont liées à des contaminants industriels qui ont marqué les esprits. Alors, par exemple, nous, on travaille depuis longtemps sur les problèmes de pesticides et de santé des agriculteurs. Il y a eu, il y a une quinzaine d'années, une procédure judiciaire intentée par un céréaliculteur de Charente, Paul François, contre Monsanto, qui l'accusait de l'avoir empoisonné. C'est un procès que Paul François a gagné en première instance, puis en seconde instance. C'est un procès qu'il a gagné. Et le fait que de voir un agriculteur obtenir devant une juridiction civile une reconnaissance de son statut de victime d'une entreprise marchande de pesticides avec condamné à lui payer des dommages et intérêts, ça vraiment, ça peut avoir des effets massifs sur, de manière générale, l'intérêt des médias pour ce genre de questions. Ça vient attester le fait qu'il y a bien des victimes, que c'est pas juste une vue de l'esprit de leur part. Après, l'histoire de Paul François montre aussi la limite du raisonnement par cas. Paul François, in fine, d'appel en appel, de procédure en procédure, il a fini par avoir des dommages et intérêts, au bout de près de 15 ans de procédure, de 11 000 et quelques euros. Ce qui est extrêmement faible, évidemment, au regard de ce qu'il a pu subir lui-même dans son corps, et puis plus généralement, du coup que ça a eu pour lui de s'engager dans cette carrière de victime, on va dire, si on veut parler comme les sociologues. Donc en fait, les cas, ils peuvent avoir vraiment de l'importance, attirer la lumière sur des histoires de santé environnementale, mais c'est rarement le cas individuel qui va faire vraiment bouger les lignes. C'est plutôt la manière dont des cabinets d'avocats vont parvenir à mettre en place une stratégie qui va collectiviser des cas, de manière à obtenir en fait des avancées jurisprudentielles, c'est-à-dire des décisions de justice qui vont faciliter la reconnaissance de cas ultérieurs de victimes. Parce que le droit, en fait, compte tenu de tout ce que vient de dire Giovanni, il n'est pas très bien fait souvent pour obtenir une reconnaissance de maladie professionnelle ou environnementale liée à l'environnement, à un produit toxique, et obtenir la condamnation d'un pollueur. Ça, le droit n'est pas bien fait pour ça, parce que il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques, comme on l'a déjà vu dans les épisodes précédents, et ça, c'est pas facile. Quand on n'a pas une cause évidente d'une maladie, et on a rarement une cause évidente des maladies, devant les juridictions, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, c'est compliqué d'obtenir gain de cause. Et donc, la jurisprudence joue un rôle important. Il y a un cas fameux en France, c'est la jurisprudence amiante, qui a vu, au début des années 2000, suite à une série de plaintes qui ont été déposées par ce cabinet TTLA, la notion de faute inexcusable de l'employeur être largement revue dans son périmètre, de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile pour des travailleurs victimes de l'amiante de faire reconnaître qu'ils sont non seulement malades du fait de leur exposition professionnelle, mais qu'il y a bien une faute inexcusable de leur employeur. Ça peut être des avancées qui peuvent avoir des effets beaucoup plus massifs que des cas individuels. Et ça peut servir ensuite de marchepied, du coup, pour d'autres expositions, d'autres affaires. Absolument. Si ce cabinet d'avocats a réussi à se spécialiser dans la défense des victimes et rien que des victimes, sans plus dépendre des industriels, c'est parce qu'il a réussi à massifier les procédures et à agréger beaucoup de nouveaux cas. Et à routiniser en fait des formes de reconnaissance. Ce qui peut parfois créer, du point de vue des victimes, des formes d'incompréhension quand ils sont dans des interactions avec des avocats, parce que en fonction du degré d'engagement du cabinet d'avocats ou des juristes d'associations avec lesquels ils interagissent dans des combats militants, il peut y avoir des formes de stratégie qui, en fait, il y a un arbitrage, si je simplifie, pour ces cabinets d'avocats ou ces associations militantes, ces juristes d'associations militantes, c'est est-ce que ce qui nous importe, c'est la cause, ou est-ce que ce qui nous importe, c'est le cas? Et parfois, défendre un cas peut aller à l'encontre
d'une stratégie jurisprudentielle qui fait avancer une cause, et inversement, défendre une cause amène à sélectionner certains cas et à en exclure certains autres. Donc il peut y avoir comme ça des arbitrages, hein, et ça peut se jouer sur plein de dossiers différents, ce qui fait que parfois, on a des victimes qui ne comprennent pas pourquoi certains avocats choisissent certaines Telle ligne stratégies de plutôt que défense. d'autres. Ouais. Au moment où on enregistre ce podcast, on a publié relativement récemment dans les actus que la Cour administrative de Paris avait condamné l'État à revoir les procédures d'évaluation de la dangerosité des pesticides. Est-ce que vous voulez bien nous commenter cette décision? Cette décision, elle illustre deux choses, au moins à mon avis. D'une part, ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'investissement croissant de certaines associations environnementales sur l'arme du droit, en fait, hein. Puisque là, cette affaire, elle est liée à une mobilisation de plusieurs associations qui ont créé une coalition. Des associations qui ne se sont pas au départ créées autour de l'utilisation du répertoire d'action qui est celui du droit, mais qui l'utilisent de plus en plus. Donc il y a Polinis, il y a Génération Future. Donc premier élément, je pense, qui est intéressant, c'est tiens, on a des associations qui n'utilisaient pas le droit, qui utilisaient la science, qui utilisaient Le plaidoyer. le plaidoyer assez classique, et qui utilisent de plus en plus des alliances avec des avocats pour essayer de faire avancer des combats, parce qu'ils voient que ça n'avance pas avec des modes d'action politiques assez classiques. La deuxième chose, c'est que c'est une décision de justice administrative. Et ça amène, hein, Jean-Noël l'a évoqué, dans le cas français, en gros, il y a trois types de voies que peuvent utiliser des défenseurs de l'environnement ou des victimes. Il y a la voie pénale, où on va chercher des infractions au code pénal et des responsabilités. Il y a la voie civile, où on va chercher à réparer un préjudice personnel qu'on a pu subir. Et il y a la voie administrative, où on va essayer de contester la légalité, en fait, de certaines décisions administratives. Et quand on regarde sur beaucoup de sujets de santé environnementale, en fait, la voie pénale souvent n'aboutit pas parce que dans le cadre français, il y a des exigences en termes de théorie de la causalité qui sont insurmontables pour les groupes mobilisés. Les exemples sont nombreux, hein, chlordécone, amiante, enfin beaucoup d'affaires de santé environnementale en fait n'aboutissent jamais d'un point de vue pénal en France, après des années et des années de procédures, ce qui est une forme d'incompréhension, ce qui est une violence, hein, quand même renvoyée aux victimes. Les voies civiles, c'est l'exemple de Paul François, c'est-à-dire ça aboutit, mais ça a tendance à individualiser un peu les causes, et souvent on aboutit à des réparations qui sont assez faibles dans le cadre français. Et donc, ce que se disent les associations, c'est on va utiliser non pas des cas de victimes, mais on va contester le droit dans sa propre logique, c'est-à-dire dire que le droit ne respecte pas d'autres droits, ne respecte pas des conventions européennes. Et c'est là-dessus, en fait, que ce soit pour le climat, pour les pollutions, qu'il y a eu le plus d'avancées ces dernières années. Avec le- le- la limite de cette voie-là, c'est que c'est un type de recours qui est enfermé dans le droit existant. En fait, c'est pas un type de recours qui permet de créer beaucoup de concepts juridiques nouveaux. Et c'est un type de recours qui, pour les gens qui l'utilisent, est aussi une forme de reconnaissance de leur part de la légitimité du droit existant. Il y a, il y Ok. a- il y a un effet très conservateur du Ouais, recours au ouais, droit. ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez me décrire cette décision, ce qu'elle dit et dans quel contexte elle intervient? Oui, en fait, le Conseil d'État a décidé récemment de remettre en cause les procédures d'évaluation du risque qui sont menées par les autorités françaises via leur agence sanitaire, l'ANSES, pour l'évaluation des pesticides avant leur mise sur le marché. En gros, il y a eu un recours qui a été fait par des associations qui ont dit euh, les autorités françaises, quand elles évaluent les risques pour les pesticides, et notamment pour les néonicotinoïdes, elles ne prennent pas en compte toutes les études existantes et tous les effets, tous les mécanismes potentiels, alors que, c'est toujours ça, hein, dans le droit administratif, alors que des directives européennes disent que ça devrait être fait. Donc la Cour administrative oblige l'État à revoir les procédures selon Donc, la lesquelles... Cour administrative dit à l'État et aux agences qui travaillent pour l'État, en l'occurrence l'ANSES, vous avez tant de temps pour revoir l'évaluation d'un certain nombre de produits que vous avez mis sur le marché. Ce qui évidemment est une victoire
pour les associations. Mais c'est aussi assez limité parce que finalement, cette décision, elle vient réactiver la fiction ou l'idée que si toutes les procédures d'évaluation du risque étaient bien répétées, il n'y aurait pas de problème avec les pesticides. J'avais aussi envie de vous interroger sur, le droit américain dont on dit assez souvent qu'il fonctionne différemment du droit français. Dans quelle mesure? On le dit à raison, hein, c'est presque un sous-genre du cinéma hollywoodien, hein, le film de procès autour des questions de santé environnementale, Erin Brockovich, Dark Waters et quelques autres. Et c'est vrai que le droit américain offre plus de prise pour pas tomber dans les ornières pointées par Giovanni, c'est-à-dire le risque d'aller devant des juridictions pénales qui ont des telles exigences en termes de causalité qu'en fait ça passe pas les questions de santé environnementale, ou devant des juridictions civiles qui vont individualiser les cas. En fait, aux États-Unis, il y a des procédures de recours massifs devant les tribunaux avec plusieurs dossiers de plaignants qui sont associés. Ça peut être des centaines, voire des milliers, avec des cas pilotes qui sont jugés et qui permettent ensuite de débloquer des réparations pour plusieurs milliers de plaignants. Ça, en France, c'est pas possible. Et donc, ça fait une grosse différence. Ça permet de collectiviser des cas et d'obtenir directement des avancées judiciaires sans avoir à passer par la voie du tribunal administratif. On distingue souvent, hein, quand on fait du droit, en première année de droit, on apprend assez souvent, mais c'est une vraie distinction qu'il y a deux grands systèmes juridiques, judiciaires qui existent. Il y a le système anglo-saxon de common law et le système continental dont la France fait partie ou l'Europe fait partie. Et en fait, si on schématise les grosses différences qui vont avoir un impact sur les enjeux de santé environnementale entre le système américain et le système français ou européen, par exemple, ça va être des différences dans la place des plaignants et des défenseurs dans les procédures. Dans le système américain, c'est un système on dit adversarial, ça veut dire qui oppose deux parties. Et en fait, les juges qui doivent juger entre les deux parties jugent sur les pièces rapportées par chacune des parties qui en fait, vont mener l'enquête, amener plein d'éléments. Alors que dans la procédure de droit continental française, c'est le juge lui-même qui va constituer souvent les éléments. Alors, il peut y avoir des éléments apportés par chacune des parties, mais chaque partie apporte moins d'éléments et le juge a beaucoup plus de latitude, il est beaucoup plus professionnalisé. Donc, la place du juge et la place des parties pour amener des éléments dans la procédure ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, ça, c'est un élément important. Ce qu'il y a aussi qui est beaucoup plus présent dans la procédure américaine, c'est les procédures qu'on appelle de settlement. C'est-à-dire quand on entend parler de procès américains où en fait on ne voit que la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a beaucoup de cas, notamment dans des histoires de santé environnementale, qui ne vont pas en justice, mais qui sont des cas qui sont négociés. Il y a des arrangements. Ça existe aussi dans Ce la qu'on procédure. appelle les accords à l'amiable. Voilà, les accords à l'amiable, ça peut exister aussi, mais c'est beaucoup plus présent, c'est Mmh. beaucoup plus habituel Mmh. dans le système américain. Et donc ça se passe comment? En gros, vous avez une industrie, par exemple, qui a pollué les puits d'une ville. Ça, je parle d'un cas qui est évoqué par un auteur américain qui s'appelle Michael Edelstein. Une industrie qui a pollué l'eau, le système d'une ville. Bon, une enquête va être menée, des parties vont commencer à lancer des procédures, et l'industrie, plutôt que d'aller au procès et de s'engager dans une procédure qui va durer 10 ou 15 ans, va décider d'indemniser les victimes, et parfois à des montants assez importants, et en contrepartie va obtenir de celles-ci, ou via leurs conseils, qu'il n'y ait pas de poursuite ultérieure. Et ça peut être aussi complété par des exigences en termes d'absence de publicité sur ce qui s'est passé, d'absence de prise de parole publique. Ce qui fait que, par exemple, nous, hein, on a essayé d'enquêter aux États-Unis, c'est assez marrant, mais quand on va voir dans la littérature ou dans la presse pour essayer de repérer des cas de santé environnementale ou de santé au travail qui seraient assez similaires à des cas qu'on aurait étudiés en France pour juste trouver des points de départ de l'enquête, il y a beaucoup de cas qu'on ne voit pas parce que ça a été réglé à l'amiable, Donc en échange d'une financièrement, indemnisation, voilà, ils d'un sont silence. engagés à pas en parler publiquement. Exactement. Donc ces cas-là n'apparaissent pas forcément, hein. Il n'y a pas de base de données des settlements qui existent. Le troisième grosse différence qui importe, en tout cas pour nous, c'est aussi le type de peine. Jean-Noël a déjà commencé à en parler, mais dans le système américain, il y a ce qu'on appelle les tort laws, donc c'est un système de
de responsabilité civile, on pourrait dire, mais qui peuvent être massives, c'est-à-dire avec vraiment des actions de groupe, hein, on pourrait dire ça, qui sont très récentes en France et beaucoup moins habituelles, qui permettent à des cabinets d'avocats d'avoir beaucoup de plaignants et donc beaucoup de ressources pour mener beaucoup d'enquêtes et qui entraînent des décisions avec des pénalités telles, des pénalités civiles telles pour les industries, qu'il peut y avoir des industries qui disparaissent complètement. Par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas l'interdiction de l'amiante qui a entraîné la décroissance de l'utilisation, de l'exposition des travailleurs à l'amiante, c'est la faillite des industries de l'amiante suite à des procès massifs qui ont été engagés contre ces industries-là. Ce qui a amené un certain nombre d'auteurs, dès les années 80, 90, à essayer de réfléchir, qu'est-ce qui est le plus efficace d'un point de vue collectif, efficace politiquement, financièrement? Est-ce que c'est de passer par des procès massifs qui peuvent prendre un peu de temps, qui demandent beaucoup de ressources, qui ont beaucoup d'incertitudes pour réguler des industries? Ou est-ce que c'est mieux de passer par une régulation qui est une régulation administrative? Bon, voilà, avec des, des jugements qui sont assez contrastés en fonction des auteurs. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Donc là, on évoque les stratégies d'attaque. Quelles sont en face les stratégies de défense de la part des industriels pour limiter leur mise en cause? C'est des stratégies assez classiques. Quelque chose qu'on observe assez souvent, c'est que par exemple, il est très difficile de poursuivre des industriels parce que les industriels, avant même d'être mis en cause, ont des pratiques d'organisation, de création de holding, de cadrage de leurs activités, voilà, de différenciation en différentes entités juridiques qui rend très difficile de savoir qui on a mis en cause. Je prends un exemple encore une fois, là, récemment, dans l'affaire Gratalou, qui est une famille dont l'un des enfants a subi des malformations qu'ils imputent à une exposition à un produit pesticide. Un des grands points de discussion dans le débat en cours était de savoir est-ce que Monsanto France est responsable du pesticide qui a été vendu? Et en fait, qu'est-ce que c'est Monsanto quand il y a un Monsanto France, un Monsanto Europe, un Monsanto Belgique voilà. Et donc, il y a des stratégies là vraiment qui permettent de diffuser la responsabilité ou d'évacuer la responsabilité. Ensuite, ils vont avoir des stratégies assez classiques de jouer sur des problèmes de procédure, faire durer aussi les procès, et on se retrouve Donc c'est une is- stratégie d'épuisement. d'épuisement parce que, encore une fois, on a des acteurs qui sont des acteurs durables, qui ont énormément de ressources financières face à des acteurs qui peuvent être beaucoup moins durables, qui ont beaucoup moins de ressources, qui peuvent se décourager, pour lesquels payer 2000 euros de frais d'avocat, c'est beaucoup, alors que pour un industriel, c'est même internalisé dans son processus productif. Enfin, c'est-à-dire, les coûts de procédure sont déjà internalisés dans les coûts de production. Et puis, on a aussi une autre stratégie qu'on voit et qui est, par exemple, dans un film comme Dark Waters, on le voit de façon incarnée. Ça peut être dans une procédure judiciaire, quand on ne peut plus faire autrement que de devoir révéler des informations, noyer les juges ou noyer ses opposants sous une masse d'informations pour qu'ils ne puissent pas pouvoir s'y retrouver. Mais ça veut quand même dire que ces informations existent quelque part. Elles existent, ça c'est quand même très lié aux spécificités du droit américain et l'existence d'injonctions que le juge peut délivrer, qui obligent les industriels qui sont attaqués en justice à donner accès à leurs archives. Et effectivement, la stratégie consistant à noyer la partie adverse sous des informations, elle est documentée historiquement, elle existe, mais elle a pu se retourner contre les industriels, notamment parce que ce qui n'avait pas été nécessairement anticipé, par exemple dans les grands procès sur le tabac dans les années 80, c'est qu'allait arriver une possibilité de numériser tout ça et d'en faire des bases de données dans lesquelles il est très facile de naviguer. Maintenant, il y en a plusieurs qui reposent en fait sur des documents qui ont été donnés par les industriels de la chimie, du tabac, enfin de secteurs polluants, dans le cadre de procédures judiciaires. Donc le plus célèbre, c'est les Tobacco Documents, et vous pouvez aller voir en ligne, Tobacco Documents, il y a un moteur de recherche très simple, vous pouvez trouver énormément de choses dans des dizaines de milliers de documents qui appartenaient aux firmes du tabac, dans lesquels il est question de qui ils ont financé, comment, avec quel profit, quelle stratégie ils ont suivi pour influencer et faire du lobbying. Donc ce sont des documents qu'ils ont été contraints de rendre publics. Absolument. Et que des universitaires ont mis en commun, notamment à l'Université de San Francisco. Il y a un répertoire aujourd'hui qui centralise tout ça, qui est le Industry Documents, qui centralise tous les documents qui ont été donnés par des industriels dans différentes procédures. Malheureusement, pour des chercheurs qui s'intéresseraient à la France ou à l'Europe, ça concerne essentiellement des événements qui se sont passés sur le territoire américain.
Ok. Alors j'aimerais vous citer une phrase et vous allez me dire ce que c'est. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. Alors, si je ne m'abuse, c'est dans la déclaration de Rio 1992, c'est la définition du principe de précaution. Qui repose sur cette idée que l'absence de certitude scientifique ne doit pas conduire à l'inaction. Ça, sur le plan du droit, c'est quelque chose qui est rentré dans le droit français, mais c'est quelque chose qui a très peu d'effectivité par rapport à ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les procédures judiciaires par lesquelles on peut obtenir la modification d'une législation, obtenir une indemnisation d'une victime ou obtenir la punition d'un coupable. En matière de santé environnementale, le principe de précaution, je ne pense pas qu'il est permis, mais Joe, tu me contrediras peut-être, hein, mais je ne pense pas qu'il est permis d'obtenir des avancées de ce type-là, sauf si on le prend dans un sens un peu élargi. Alors, je pense par exemple à la reconnaissance du préjudice d'anxiété. Préjudice d'anxiété, au départ, c'était uniquement pour les victimes de l'amiante, les victimes professionnelles de l'amiante. L'amiante, c'est un produit cancérogène qui est tellement puissant que... quand bien même on n'a pas encore de maladie liée à l'amiante, on pourrait très bien en avoir une dans un futur proche, sachant que les cancers liés à l'amiante, ils peuvent prendre 10, 20, 30, 40 ans pour se déclencher. L'anxiété qui peut résulter de la perspective d'avoir une de ces maladies, qui sont des maladies quand même qui sont vraiment mortelles, hein, mésothéliome, cancer du poumon ou autre, il a été inscrit dans le droit français il y a un peu plus de 10 ans comme un motif comme un préjudice qui permet d'avoir une indemnisation. Au départ, c'était pour l'amiante, puis ensuite ça a été élargi de manière générale à l'exposition aux toxiques professionnels, mais pour lesquels il y a un très haut degré de connaissance de leurs effets toxiques. Et en réalité, ça ne fait pas beaucoup de produits qui permettent... Voilà. Ça peut ressembler à quelque chose qui est une espèce de décalque du principe de précaution, dans le sens où il n'y a pas encore de dommage avéré, on n'a pas de certitude qu'il n'y aura jamais un dommage, et quand même on reconnaît quelque chose. Oui, après il y a un dommage, enfin ce qui est objectivé dans ce cas-là, c'est le dommage sur la santé mentale de la victime putative, quoi. Exactement. Pour aller plus loin, il faudrait imaginer quelque chose comme ce que notre collègue Pascal-Marie Chalard appelle le crime d'exposition, où le simple fait d'avoir exposé quelqu'un, un salarié, un riverain, à un produit cancérogène, par exemple, pourrait être vu comme un préjudice susceptible d'être indemnisé et susceptible d'être condamné devant une juridiction pénale. Ça, on en est encore loin. Donc le principe de précaution qui du coup acte le fait qu'on ne peut pas toujours savoir et objectiver les choses scientifiquement et que pour autant ça ne doit pas être un frein à l'action, qu'on doit quand même pouvoir agir sur la base de soupçons ou de fortes présomptions, c'est un principe dont on comprend bien qu'il est potentiellement très puissant. Mais à votre avis, ça reste complètement inactivable en droit? Alors ça, c'est des juristes qui pourraient répondre, j'ai envie de dire, hein, et on verra ce que ça peut donner, puisqu'il peut y avoir des principes de droit qui sont inactivés et qui sont activés dans le futur. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que le droit, ça a des effets, pour reprendre un terme d'un sociologue du droit américain qui s'appelle Michael McCann, ça a des effets à la fois constitutifs et instrumentaux. Les effets instrumentaux, c'est les effets directs. Hein, j'ai un principe de droit, j'ai une règle de droit qui peut entraîner des changements assez directs parce qu'il crée des obligations chez les gens. Mais il y a des effets plus constitutifs, plus symboliques, c'est-à-dire que ça crée aussi des attentes, des représentations, des sentiments de légitimité, des façons de voir le monde. Le droit, c'est beaucoup ça, hein. Les juristes, c'est des grands rêveurs finalement, hein. Les profs de droit qui font de la doctrine. Et donc, ils ne cessent aussi d'essayer d'inventer des concepts qui nous font voir le monde différemment et qui, à terme, se traduiront dans du droit positif qui sera contraignant pour les acteurs. Je pense à d'autres termes très récents, écocide par exemple. Il y a des grands débats. Est-ce qu'il faut créer un crime d'écocide ou pas? Au-delà des débats juridiques, je pense que le simple fait que ces débats existent, qu'ils traversent la société, qu'ils soient enseignés dans les facs de droit, qu'ils soient repris par des militants, ça change la représentation du monde. Et c'est ça qu'on appelle les effets symboliques du droit. Donc, le principe de précaution, peut-être pas parce qu'il est très général, parce qu'il est très ambitieux, et donc
très embêtant pour plein d'intérêts qui sont déjà en place, n'a peut-être pas encore déployé toute sa puissance, mais en tout cas, symboliquement, il a gagné dans le sens où, quand on parle de principe de précaution, on n'a peut-être pas tous la même définition, hein. Tout le monde ne sait pas que c'est un principe d'action et non pas un principe d'inaction, justement. Mais au moins, il a permis, depuis son introduction dans le droit français, de changer nos représentations et nos attentes par rapport aux enjeux de santé environnementale. Principe d'action et d'inaction, tu peux préciser? Quand on parle de principe de précaution, il y a parfois une interprétation qui, à mon avis, est une interprétation erronée, qui consiste à dire ceux qui revendiquent le principe de précaution, ils disent il ne faut pas faire quelque chose parce qu'on ne sait pas. En fait, c'est pas du tout ça le principe de précaution. C'est de dire dans un contexte où il y a une incertitude forte sur un futur, sur les conséquences d'une activité, il ne faut pas rien faire. Au contraire, il faut faire. Il faut chercher déjà, il faut essayer de réduire cette incertitude qu'on a. Et en attendant de savoir, il faut agir. Donc ce n'est pas du tout un principe d'inaction, de ne pas agir, c'est un principe d'action. Et l'action peut être effectivement d'agir pour interdire une activité industrielle, pour interdire la diffusion ou la commercialisation d'un produit qui pourrait entraîner des dommages dont on est incapable, au jour des connaissances d'aujourd'hui, de mesurer ou d'anticiper l'ampleur future. Merci Giovanni et Jean-Noël, et rendez-vous dans le prochain et dernier épisode pour échanger sur la figure du médecin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Je suis Juliette Rode, et pour m'accompagner dans la production de ce podcast, j'ai pu compter sur l'aide précieuse d'Aude-Émilie Judaï pour l'écriture et la réalisation, et de Sandro Enciso pour la prise de son et le montage. Je remercie très chaleureusement le Centre Paris-Anime Victoire Thiner pour les moyens techniques, et évidemment Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prête d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. À très vite autour du prochain cocktail.